Donc je suis très émue de revenir. Ça fait un moment que je ne suis pas venue à la IRG, de venir pour cet anniversaire des 30 ans. Et alors je suis aussi un petit peu anxieuse car Georges Deschênes m'a demandé de parler de quelque chose où au début je me suis dit non, il se fiche de moi, je ne vais pas pouvoir parler de ça. Puis je me suis dit après tout, pourquoi pas, je vais faire un essai. Et comment ? N'est-ce pas? Et donc, je vais tenter le coup. J'ai un petit peu modifié le titre et j'avoue que j'ai quelque part appris des choses, même en retravaillant bien sur ce projet, sur ce topo, dont j'ai un petit peu modifié l'intitulé, qui va être ingénierie génétique, créer un rein ex vivo. Il faut quand même mettre un point d'interrogation. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut refaire un rein, faire un rein. On sait qu'il y a des manques cruellement de reins pour la transplantation. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver, avec les nouvelles technologies, la possibilité de créer un rein ex vivo ? Au prime abord, ça paraît quand même vraiment difficile. Le rein, c'est une structure extrêmement compliquée, vous le connaissez tous, et qui est constituée de 1 million au moins de néphrons de chaque côté, qui contiennent la partie, le glomérule, les tubes qui filtrent, les tubes qui réabsorbent ce qui a été filtré en excès, le tube collecteur qui ramasse, qui collecte toute l'urine. Comment pourrait-on faire ça ex vivo, en dehors du corps? Et est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ? Alors, au début, on a envie de dire oui, c'est sûrement pas pour tout de suite. Hein. Bien sûr, tout ce que je vais vous raconter, ça va pas être réalisé dans quelques années. Mais quand on sait qu'il faut en moyenne 5 ans pour attendre un rein, on peut aussi espérer que d'ici 10 ans, il y aura peut-être d'autres. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui sera peut-être vrai. Et la première chose, c'est qu'il y a, de toute façon, quand on regarde, il y a un consortium aux États-Unis qui s'appelle Rebuilding Kidney, construire un rein, qui est subventionné, qui est fondé par le NIH. Donc, ce qui prouve bien quand même que c'est pas farfelu et on peut peut-être espérer pouvoir faire un rein ex vivo. Et c'est envisageable car il y a eu des développements, comme toujours. On ne peut pas imaginer quelque chose des nihilo. Il y a eu des avancées thérapeutiques extraordinaires qui sont, d'une part, le développement des cellules souches pluripotentes induites. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Ça s'appelle Induced Pluripotent Stem Cells en anglais. Donc ça se termine par, dans le jargon maintenant, on appelle ça des IPS. Et puis aussi les techniques d'impression biologique 3D. Vous savez tous ce que c'est, je suppose, l'impression en 3 dimensions. On fait comme ça des petits immeubles, des choses comme ça. Eh bien, on peut aussi prendre soit des cellules, soit des composés de la matrice extracellulaire, des polymères, de l'acide hyaluronique, du collagène, etc., et l'imprimer en 3 dimensions. Donc c'est ça qu'on appelle l'impression biologique 3D. La combinaison de ces 2 approches fait que peut-être un jour, on arrivera vraiment, malgré la complexité du rein, malgré les 26 types cellulaires, à faire quelque chose. Alors, que sont les cellules souches pluripotentes induites ? Alors, je suis désolée pour Claude, mais j'ai supprimé la diapo précédente des différents types de cellules souches. Nous ne parlerons pas des cellules souches mésenchymateuses, mais seulement des cellules souches des IPS. Cette découverte était tellement importante que Shinya Yamanako a eu le prix Nobel en 2012 pour cette découverte. Et donc l'idée, c'est qu'on peut partir, enfin pas l'idée, mais le fait, c'est qu'on peut partir de n'importe quelle cellule, en particulier de cellules de la peau, de cellules du sang, voire même maintenant de cellules des urines, et on peut reprogrammer ces cellules en leur ajoutant 4 facteurs qui ont été découverts donc, par l'équipe de Yamanaka, 4 facteurs de façon transitoire. Ça permet de reprogrammer les cellules et de leur faire devenir pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se renouveler à l'infini, ou si on leur donne des nutriments particuliers, si on représente à nouveau le code de différenciation des cellules, elles peuvent se différencier en cellules du sang, du cœur, des neurones et aussi du rein.
Donc, l'intérêt de ces cellules souches, c'est que c'est une source illimitée de cellules pour la médecine régénérative et sont des cellules potentiellement autologues, c'est-à-dire qu'on peut prendre vos cellules, les retransformer en cellules iPS et après en autres cellules, quelles qu'elles soient, on pourra les réinjecter. Il n'y aura aucune réaction immunitaire puisque ce sont vos cellules éventuellement modifiées ou pas, mais sans réaction immunitaire. Donc ça, c'est qui permettent donc de faire régénérer et éventuellement de la régénération. Et ça permet aussi, ce qui nous intéresse nous tout particulièrement dans le laboratoire, de modéliser in vitro, une modélisation in vitro du développement rénal et du développement normal et des maladies génétiques. Alors pourquoi et comment utiliser ces cellules iPS dans la recherche sur la maladie rénale héréditaire? Vous verrez après comment on passe au rein, à faire le rein. Eh bien en fait, c'est que depuis en 2015 sont apparus dans la littérature, dans la littérature scientifique, différents groupes qui ont réussi à partir de ces cellules souches à développer ce qu'on appelle des organoïdes rénaux, c'est-à-dire ce qui est la définition que j'ai mise ici d'un organoïde, c'est-à-dire une structure en 3 dimensions qui sont formées des types cellulaires d'un organe et qui sont obtenus à partir des cellules souches qui sont capables, dans des milieux particuliers, de s'auto-organiser et de développer progressivement, en mimant les étapes du développement, le développement de l'organe. Et on va voir donc qu'il est maintenant possible d'obtenir des organoïdes rénaux qui peuvent servir d'abord déjà tout bêtement à cribler des molécules qui pourraient être des molécules thérapeutiques. On verra après la possibilité de partir de ces organoïdes pour reconstruire un rein. Et puis, nous, ce pourquoi on veut les utiliser dans le laboratoire, c'est pour prouver le rôle de mutation dans le développement d'une maladie, d'une pathologie rénale, et pour bien mieux comprendre la pathologie. Alors, comment on fait? Le principe, il est simple, c'est-à-dire qu'on parle... Enfin, il est simple. Il est très convaincé. Il n'est pas si simple et en plus il coûte relativement cher, mais néanmoins on part des cellules souches là, d'une personne qui ont été faites. On les différencie d'abord en ce qu'on appelle des progéniteurs, c'est-à-dire des cellules souches rénales, c'est-à-dire que ce sont encore des cellules qui peuvent se multiplier, mais qui sont orientés déjà vers la formation du rein. Donc ça, c'est toujours pareil, il faut mettre des produits. C'est les gens qui connaissaient bien le développement rénal qui ont permis de dire, voilà quel type de produit, de facteur de croissance qu'il faut rajouter, parce que c'est celui qui est utilisé au début du développement. À partir de la formation des progéniteurs rénaux, à ce moment-là, pareil, en utilisant tous les différents facteurs qui sont utilisés, qui sont connus pour différencier le rein, et puis après d'ailleurs les cellules s'auto-organisent toutes seules, il y a la formation d'organoïdes rénaux où vous voyez qu'on arrive à obtenir une structure qui contient ici le glomérule, là le tube proximal qui peut passer comme ça, et là le tube distal. Ça c'est une image qui a été prise par Giulia Menara dans le laboratoire où on a développé le système à partir de ce qui avait été publié dans la littérature. Alors le problème de tout ça, c'est bien joli, il y a des glomérules, il y a du tube, donc on voit bien, il y a tout ce qu'il faut là, mais il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc là, pour le moment, c'est le gros problème, parce que pour que le rein filtre, il faut qu'il y ait des vaisseaux sanguins. Donc là, tout le monde s'attelle à essayer de trouver quelque chose. Le groupe de Melissa Little, qui est une Australienne, qui est vraiment le top, enfin qui a vraiment développé une des trois groupes qui développent cette technologie, a essayé de le faire de mettre les organoïdes dans un œuf fécondé, mais malheureusement, ça vascularise le rein. Là, Giulia aussi a essayé dans le labo, mais ça n'est pas très très efficace. Ce qui semble plus efficace, c'est de glisser les organoïdes sous la capsule du rein ou voire même sous la peau. Ça a été réalisé chez la souris. Alors pourquoi nous on fait, comme je vous le disais, juste je ne peux pas quand même ne pas vous dire un petit peu ce qu'on fait dans le laboratoire. Et donc nous, notre objectif, c'est de prouver donc, que des mutations sont responsables d'une maladie rénale. Et donc en pratique, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? C'est-à-dire à partir des différentes maladies qu'on étudie dans le laboratoire, les syndromes néphrotiques cortico-résistants, la cystinose, les néphronophthises, le syndrome de Gallo-Warmach, je vous en reparlerai un petit peu, c'est une atteinte rénale et neurologique, c'est une maladie extrêmement rare. Et excusez-moi, il y a la néphronophtise en double. Mais donc on prépare, on fait des IPS, des cellules souches pluripotentes induites, et puis on peut, en utilisant une technique dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui est très à la mode, qui s'appelle la technique CRISPR-Cas9,
qui est une technique qui permet de couper l'ADN à un endroit très précis et de le réparer de façon très fidèle, ou d'introduire, si on le veut, soit donc de le réparer avec l'ADN normal ou d'introduire une autre mutation. On peut donc utiliser à la fois donc les cellules iPS du patient, voire les cellules iPS du patient qui sont corrigées. Et à ce moment-là, on peut étudier les organoïdes à la fois sur le plan phénotypique, c'est-à-dire le regarder au microscope, regarder au microscope optique, au microscope électronique, faire un certain nombre de manipulations dessus, voir les différences entre les cellules souches normales et les cellules souches pathologiques, et celles qu'on a, enfin les cellules souches du patient qu'on a éventuellement corrigées, et donc voir si c'est bien cette mutation qui est responsable de la pathologie ou pas. Et puis on peut faire des choses encore plus sophistiquées qui s'appellent la caractérisation moléculaire, c'est-à-dire que là on prend les organoïdes et on étudie l'ARN, soit global, soit même au niveau de chaque type cellulaire, c'est-à-dire on étudie cellule par cellule l'ARN qui est dans chacune de ces cellules, et on peut ainsi les grouper dans différents groupes, et l'idée, ce qu'on espère, c'est qu'on pourra avoir un groupe cellulaire un petit peu différent. Par exemple, si vous prenez, je pense que les podocytes, ils sont tout au bout ici. Il y en a très peu au sein des organoïdes. Eh bien, on pourrait observer une différence dans certains types de syndromes néphrotiques corticorésistants. Donc ça, c'est le programme. Et l'autre partie que l'on développe également, c'est qu'on travaille donc sur le syndrome de Galloway-Mowat, qui associe donc un syndrome néphrotique et une atteinte neurologique à type de microcéphalie, c'est-à-dire une petite tête. Et là, on peut à la fois développer différencier les fameuses cellules iPS en organoïde rénal, mais également aussi en organoïde cérébral. Et là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des enfants développent une maladie rénale et une maladie cérébrale et pas autre chose, alors que les gènes qui sont mutés sont exprimés dans toutes les cellules. Et donc on essaye de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre le cerveau et entre le rein sur le plan des voies de signalisation, des différentes voies physiologiques, un petit peu comme tout à l'heure vous entendiez parler du calcium. Est-ce qu'il y a des choses très communes entre les neurones et tout particulièrement les fameux podocytes qui sont dans le glomérule qui nous intéressent. Voilà, mais revenons à l'idée de recréer un rein. Quelles sont les différentes possibilités ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Bien sûr, tout ça, c'est toujours de la recherche. On est loin de l'application encore à l'homme. Eh bien, il y a 4 choses que je vais développer. Insérer les organoïdes dans un rein déjà existant, construire des segments de néphron, utiliser comme matrice des reins décellularisés, on va revoir ce que c'est, et créer des reins humains dans des animaux. Le X a perdu sa taille. Alors le premier point, donc insérer des organoïdes sous la capsule du rein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, si on essaye de le vasculariser, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça c'est le groupe de Melissa Little, toujours, quand on met des organoïdes sous la capsule du rein, on s'aperçoit que ceux-ci peuvent être vascularisés. Les vaisseaux sont en verre, vous voyez ici, donc vous voyez qu'à partir des vaisseaux de la souris, il y a pu avoir des vaisseaux qui ont envahi à la fois le glomérule et les tubes. Donc, on peut espérer que de cette façon, si on mettait des organoïdes, si quelqu'un, par exemple, à une atteinte rénale, ça c'est probablement ce qui pourrait se développer le plus rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une atteinte rénale, une insuffisance rénale, de précréer à partir des cellules souches du patient, des cellules qui seront donc, cette fois-ci, je parle pas. Alors, si on parle d'une maladie génétique, il faut prendre les cellules du patient, corriger la mutation par le système CRISPR-Cas9, avec toutes les difficultés que vous pouvez peut-être pas imaginer, mais qui sont quand même très importantes, mais malgré tout, pareil, on pense que ce sera possible dans le futur, et après, réinsérer ces organoïdes dans le rein, et à ce moment-là,
pouvoir avoir une filtration potentielle. Le problème, c'est le gros problème actuellement, c'est la jonction avec les tubes, avec le système excréteur, de façon à pouvoir avoir des urines qui vont arriver dans l'urtère et dans la vessie. Donc il y a encore des problèmes, mais c'est une des approches possibles. La deuxième, là c'est là où on en arrive à la 3 dimensions, c'est la construction. Pour le moment, il y a beaucoup de groupes qui essayent de construire, de faire donc de l'impression 3D pour permettre de faire des tubes rénaux. Alors là, c'est le tube, ce qu'on appelle le tube proximal, le tube qui est juste après le glomérule. Et là, alors là, j'adore le terme. Donc là, l'idée, c'est de faire cette partie-là du tube. Hein. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc créé et fait une petite... ils ont déjà fait de l'impression 3D pour pouvoir faire une petite case. Après, ils ont mis au fond de la case, ils ont mis du... comment ça s'appelle de l'acide glucuronique, de la gélatine ou du fibrinogène, c'est-à-dire de la matrice extracellulaire. Et après, avec ce qu'on appelle cette fameuse imprimante 3D, ils ont imprimé ici de l'encre éphémère, c'est un joli nom, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est solide à température ambiante, mais qui va se liquéfier au froid. Donc, ils ont construit quelque chose comme ça, ici, qui ressemble à un tube, mais qui est plein, bien sûr. Et après, ils ont remis par-dessus une couche de matrice extracellulaire qui va se solidifier autour de cette encre éphémère. Et après ça, ils refroidissent, ils pulsent à la sortie du liquide qui va chasser cette fameuse encre éphémère. Et puis après, ils ont introduit des cellules, donc des cellules IPS, qui se sont différenciées en tubes à l'intérieur. Et là, donc, vous voyez ici, on voit peut-être pas très bien, une lumière de cellules tubulaires. Et j'ai entendu qu'ils avaient maintenant réussi par-dessus à faire de la même façon, mais en mettant des cellules endothéliales, à faire un vaisseau par-dessus, et qu'il arrivait à y avoir un passage du liquide qui passe, enfin des composés qui sont mis dans le vaisseau, entre guillemets, passent dans le tube. Donc vous voyez, bon, ça c'est comment on peut imprimer des tubes et des vaisseaux. Après, l'autre idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des reins existants, enlever toutes les cellules autour et ne garder que la matrice, que le squelette, si vous voulez, du rein. Alors, donc là, l'idée, c'est, comme je vous le disais, d'utiliser donc le rein décellularisé et ensemencer ensuite par des cellules rénales, IPS, toujours pareil, dont la mutation est corrigée par la technique du CRISPR-Cas9. Et puis, au final, l'idée serait même d'utiliser la technique 3D pour pouvoir recréer, imprimer donc la matrice extracellulaire et non pas avoir à décellulariser des reins existants qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Et donc là, vous voyez ici, c'est pareil, hein, ça c'est un rein décellularisé. Donc en fait, il suffit de prendre un rein et de mettre des détergents qui doucement vont pouvoir dissoudre les cellules tout en gardant la matrice extracellulaire et sur lequel après ça a été réensemencé alors là par des cellules tubulaires. Et vous voyez ici qu'on obtient très très bien, enfin tout à fait, un aspect de cellules tubulaires dans cette matrice. Et ici carrément là c'est de l'impression 3D avec une matrice une matrice qui contient 6% de soie et sinon et vous voyez ici c'est en microscopie électronique mais on a un aspect et à nouveau là cette fois-ci les cellules ont été ensemencées avec des cellules souches et vous voyez qu'on obtient également des tubes, une structure entre guillemets vivante à l'intérieur de cette matrice. Et alors, bon, il y a des gens qui disent, d'accord, mais tout ça, c'est très difficile à réaliser, il faut des programmes très compliqués, etc. En fait, le mieux, ce serait peut-être de créer des reins humains dans des animaux. Alors là aussi, je vous dis, tout ça, c'est des essais. Ce serait l'idée de créer, à terme, de créer, par exemple, un rein humain dans un porc, ce qui permettrait de faire de faire
à partir de cellules du patient lui-même, de façon à pouvoir avoir un rein pareil qui serait complètement autologue. Alors comment, là aussi ça paraît quand même très, très farfelu, eh bien tout est parti sur des idées du fait que l'on peut créer des chimères, ça c'est connu depuis longtemps évidemment, et là si vous prenez par exemple ici une souris qui n'a pas de pancréas parce qu'il lui manque ce gène PDX1, eh bien elle meurt à la naissance parce qu'elle n'a pas de pancréas et donc elle n'a pas de formation d'insuline. Maintenant, si vous prenez l'embryon précoce de cette souris et que vous lui injectez, que vous lui mettez, injectiez dans cet embryon précoce des cellules iPS de rat. Et là, on les a colorées en vert par la green fluorescente protéine, par une protéine qui est fluorescente. Toutes ces cellules expriment cette protéine et donc peuvent être vues facilement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on les s'est injectés dans l'embryon précoce. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que là, il y a une souris vivante et qui va avoir un pancréas de rat, puisque c'est à partir de cellules de rat, mais qui est vert. On voit bien ici le pancréas, qui est donc un pancréas de rat dans une souris. Alors évidemment, du coup, il y a un groupe japonais qui a refait la même chose sur des porcs. Alors là, c'est un porc sans pancréas et ils ont inséré en fait des cellules. Ils ont mis donc dans l'embryon de porc, ils ont inséré. Cette fois c'était des cellules de porc, mais on peut très bien imaginer que ça peut marcher aussi bien avec des cellules humaines. Alors, en fait, je triche un peu. Je vous dis que le pancréas, c'est un pancréas humain, mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est la vascularisation. En fait, la vascularisation, elle vient du porc. Donc là, ou tout à l'heure, la vascularisation du pancréas ici, elle venait aussi du rein. Ce qui est de la souris. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ces cellules vertes, on pourrait imaginer qu'elles peuvent aller partout. Or, elles ne vont que... Elles forment, comme il manque les cellules souches pour développer le pancréas, elles peuvent coloniser justement cette partie et faire le développement du pancréas. Et donc, est-ce que c'est possible aussi chez le rein? Là, on en est encore très loin, mais il y a quand même un groupe qui a montré que si on prend des... Alors là, on est toujours que dans la souris, mais néanmoins pareil. Si on prend des souris qui n'ont pas de rein parce qu'il leur manque le gène SAL1, si vous prenez ces souris, ces embryons précoces de souris, et que vous leur injectez des souris qui sont des cellules iPS de souris, là c'était de souris, mais qui ont bien sûr le gel salin et qui en plus, une fois de plus, ont la green fluorescente protéine, vous voyez que, alors que chez les souris qui n'ont pas le gène salin, les nouveau-nés, il n'y a rien, on voit ici que les souris qui ont reçu donc les cellules souches développent un système rénal tout à fait normal. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui et j'espère que je vous ai pu vous montrer qu'il y a eu des avancées formidables dans le domaine de la génération de tissus à partir des cellules souches et qu'il y a une application possible des nanotechnologies et de l'impression 3D au domaine biologique, qu'il est possible d'utiliser les cellules souches donc, pour caractériser, je vous ai montré la partie que nous développons dans le laboratoire, qui est par la caractérisation de mutations, le rôle dans le développement de la maladie génétique, qui peuvent être utilisées aussi pour la découverte de médicaments et à plus long terme pour recréer un rein ou des portions de celui-ci. Et donc, je voudrais remercier, juste parler du petit groupe dans le laboratoire qui s'est mis à travailler sur les organoïdes, en particulier Géraldine Mollet, Chounia Menara, Bruno Estébé et Marie-Michel, et souhaiter longue vie à la IRG. Je vous remercie.